Alors, pour terminer les présentations ce matin, à l'instant, Pascal Ruffnac, président du groupe Bayard Presse, qui va nous parler des états généraux de l'information avec l'éducation aux médias et à l'information en France, qui ont regroupé des professionnels chercheurs citoyens dans les 2 dernières années, les recommandations, les problèmes d'évaluation des formations EMI en France, les partenariats possibles. Alors, Pascal Ruffnac qui est en Zoom en ce moment à partir de la France. Il a fait ses premières armes chez Publicis au planning stratégique. Il est arrivé chez Bayard Presse en 1992, nommé directeur des rédactions de l'enfance et de la petite enfance. En 98, c'était le secteur culture et religion de Bayard qui lui a été confié. 4 ans plus tard, il est parti à New York pour développer les activités américaines du groupe. À son retour, il devient directeur des publics jeunesse qui regroupe Bayard et Milan Jeunesse. Et depuis 2017, il est le président du directoire du groupe Bayard et le directeur général. Il est également écrivain. Pascal Ruffnac, on vous écoute et merci de partir votre présentation. Bonjour à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, merci. Merci. Je vais faire ça sans présentation parce qu'en fait, je devais être avec vous aujourd'hui, puis j'ai eu un petit souci qui m'a obligé à entrer en France. Donc, je vais vous rendre compte des choses en direct et sans PowerPoint. D'abord, vous dire que je suis très impressionné par toutes les initiatives que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure. Voilà, je sais que c'est un combat difficile avec peu de financement et évidemment social. Euh, Peut-être Bayard, juste en 2 mots, au-delà de ma personne, c'est à peu près 1000, c'est 600, 700 journalistes voilà, qui travaillent en France et dans le monde entier. Voilà. Et évidemment, si vous m'aviez dit il y a en 2000 que l'éducation aux médias ou même l'information pour les enfants ou pour les jeunes deviendrait aussi cruciale, voilà, on était nous plutôt dans une approche à vouloir protéger justement l'enfance, protéger aussi les préadolescents, voire les adolescents, en considérant que c'était un territoire qui était un petit peu à part à la fois dans son imaginaire, dans tout le travail de la lecture, voilà, et qu'il ne fallait pas rendre les enfants impuissants en faisant peser sur eux le poids du monde. Mais je pense qu'à partir de 2001, moi je date ça d'à peu près l'effondrement des tours de New York, il y a eu voilà, un déferlement des images qui désormais atteint, aujourd'hui il y a plusieurs milliards d'images et de mots qui sont produits chaque jour sur les réseaux et qui désormais atteignent les enfants dès le plus jeune âge. On le voit dans les usages, puisque dès l'âge de, je crois en France aujourd'hui, à l'âge de 6 ans, c'est à peu près 6 heures par semaine qui sont passées sur Internet. Et de fait, avec une baisse quand même de la lecture qu'on voit de plus en plus, et même de la lecture, de la lecture difficile qui est de plus en plus compliquée comment dire, qui est de plus en plus compliquée à transmettre aux enfants. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. On a beaucoup d'initiatives du côté de l'information et de l'éducation aux médias. Je vous en cite une parce qu'elle est intéressante du point de vue économique. On ne parle pas beaucoup d'économie forcément dans ce colloque, mais aux États-Unis, on a une plateforme qui s'appelle Newsomatic, qui s'est lancée au début comme une application vendue sur les App Store, etc., etc. Et puis, ça n'a pas marché tout à fait. Et finalement, on a proposé soit à des États comme la Virginie, soit à des écoles, d'abonner chaque enfant pour 1 dollar par an, mais donc c'est sur le volume que ça joue, d'avoir accès tous les jours à 5 informations rédigées en 3 niveaux d'anglais et qu'on peut écouter aussi dans plusieurs langues, évidemment, dont l'espagnol qui est très important aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 1,5 million d'enfants abonnés. Ils ont chacun une adresse personnelle. C'est utilisé par les enseignants parce que les informations sont reclassées en fonction du programme scolaire, sciences, je ne sais pas quoi, si la NASA envoie une fusée, etc., ça va être dans la science, histoire, géographie. En tout cas, ça suit le programme scolaire, ce qui fait qu'à la fois les enseignants s'en servent et en même temps, l'enfant à la maison peut accéder à. En France, pour donner un autre exemple, on a un journal qui s'appelle Un jour, une actu, qui est un hebdomadaire. Mais très vite, on a commencé à produire des petites vidéos d'1 minute et demie en se disant que ce qui était important, c'est d'être présent sur les réseaux. France Télévisions nous en a commandé pendant 10 ans une centaine à produire chaque année. Et aujourd'hui, on a, à partir de questions d'enfants sur l'actualité, à peu près 1000 petits films d'animation qui essaient de répondre à c'est quoi un terroriste, etc., etc. Toutes ces questions d'actualité que l'actualité nous fournit chaque jour. Voilà, donc on a une expérience à la fois
d'essayer de toucher le très grand public, d'avoir des effets sur le très grand public et en même temps de participer à la protection de l'éducation locale. Alors, les États généraux de l'information, ils ont démarré en septembre dernier sous la responsabilité de Christophe Deloire, hein, qui était président de Reporters sans frontières, qui est décédé et dont la succession a été prise par Bruno Patino, qui est président de la chaîne Arte. Et ça a été un moment assez extraordinaire pendant 9 mois. Les conclusions ont été rendues début septembre. C'était à la demande du président de la République, où 5 groupes de travail ont été constitués, dont un dont j'étais responsable, qui s'appelait Information, Citoyenneté et Démocratie. Le constat de base, c'était comment d'abord, d'accepter l'idée, l'axiome, si je peux dire, qu'il y a un lien direct entre pluralisme et démocratie, voilà, et que la grande question qu'on avait, c'était comment faire exister le pluralisme. Et dans la question du pluralisme, c'est comment éduquer chacun, aussi bien les propriétaires ou investisseurs de médias que, évidemment, les usagers, à une bonne utilisation des médias en général pour respecter ce pluralisme. C'est pas si simple que ça, parce que je vais vous donner un exemple précis. La chaîne CNews, par exemple, dont on peut se réjouir qu'elle existe parce qu'après tout, elle porte les opinions ou les pensées politiques d'une grande partie de la population française qu'on a vu émerger pendant des gilets jaunes, hein, des gens qui ont plutôt exclus de l'information. Cette chaîne, évidemment, elle était tout à fait nécessaire pour ces personnes, mais quand on fait les études a posteriori de cette chaîne, on s'aperçoit qu'elle renforce plutôt la polarisation que de la libérer. Et donc, c'est pour ça que le régulateur des médias en France a dit à CNews, vous devez sur toutes vos informations, vos plateaux, etc., rendre possible, rendre nécessaire même la présence de gens qui ne sont pas de l'opinion de ceux qui sont journalistes sur ces chaînes. Donc, là, il ne suffit pas de créer un média pour créer le pluralisme, il faut aussi qu'à l'intérieur des médias, on réfléchisse à ce que veut dire le pluralisme interne aux médias. Le premier constat des États-Unis de l'information, c'était de dire aujourd'hui, il y a urgence parce que l'information comme récit du réel, indépendant, vérifié et engageant la responsabilité de celui qui la produit est menacée et marginalisée. Les journalistes dont c'est le métier et l'activité sont paupérisés et l'espace public est polarisé par une force nouvelle, celle des algorithmes et de leurs effets d'amplification et d'accélération, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, il y a de nombreuses forces qui œuvrent à décrédibiliser l'information par l'utilisation des réseaux comme une arme, des interfaces et des algorithmes. Donc ça, c'était le constat de base, un constat plutôt noir, évidemment renforcé encore plus par la présence ou l'arrivée des intelligences artificielles génératives, hein, qu'on voit arriver. Je ne sais pas si vous essayez parfois sur ChatGPT ou une autre intelligence artificielle de demander des résumés d'actualité. Voilà, pour beaucoup de gens, on peut imaginer que demain, si les médias n'existent plus, ou en tout cas sont limités à quelques médias très puissants, c'est comme ça que la plupart des gens accéderont à l'information. Et ça, c'est évidemment à la fois très effrayant, et puis surtout, ça enlèvera complètement l'idée même de pluralisme avec les biais qu'on connaît pour les algorithmes. Donc, à partir de là, ce que je peux vous dire, c'est que l'éducation aux médias est tout de suite apparue pour tous les groupes, hein, du reste, pour ceux qui travaillaient sur les algorithmes, pour ceux qui travaillaient sur l'économie des médias, parce que c'est un sujet extrêmement important en France. L'idée n'étant pas de s'opposer systématiquement à de grands investisseurs dans les médias, mais plutôt de se dire, avec ces investisseurs, comment on doit faire pour réguler la bonne utilisation et comment dire, les bonnes pratiques. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites en ce sens-là. Je peux vous en citer quelques-unes, notamment on a proposé de créer un statut, une qualité de société à mission d'information, c'est-à-dire de partir du principe que l'information est un bien commun, c'est-à-dire qu'elle appartient évidemment à celui qui la produit, mais aussi à celui qui la reçoit et finalement à tout l'espace public. Et qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? C'est un bien dont on répond tous. C'est-à-dire que si moi je mets sur les réseaux une information fausse, délibérément fausse ou pas, du reste, eh ben, je pollue à mon tour l'espace public. Donc on est chacun responsable de ce bien commun et on ne peut pas simplement dire que c'est le propriétaire d'un média qui en est responsable. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a proposé des sortes de gouvernance dans lesquelles les citoyens, les lecteurs si vous voulez, les journalistes et les propriétaires doivent être ensemble dans l'administration de ces médias. Bon, voilà, par exemple, ça c'était une des possibilités, mais il y avait aussi de proposer un dégroupage des algorithmes. Alors c'est quoi? C'est de dire, bah, c'est que pour Google, faire à la fois sa modération et puis sa distribution, c'est pas possible.
Il faut que ça soit séparé comme activité. Il faut que la modération de Google ou des plateformes en général soit confiée à des tiers. On peut pas être à la fois, on peut pas être soi-même à la fois producteur ou en tout cas distributeur d'informations et en même temps dire soi-même comment la modérer. Donc, c'est ce qu'on a appelé le dégroupage des algorithmes, le pluralisme des algorithmes aujourd'hui, hein, qui répond au pluralisme des médias d'information. Le reste, quand on parle des deux EMI, l'éducation aux médias, en réalité, on pourrait parler d'éducation à l'information, parce qu'en réalité, c'est de ça dont il s'agit, puisque même la notion même de médias aujourd'hui avec les réseaux sociaux devient de plus en plus fragile à poser. Alors, sur l'éducation aux médias, pour tous les groupes, c'est apparu qu'une évidence absolue. Et c'est du reste la première proposition, je vais vous lire des États généraux. Les États généraux ont retenu 15 propositions majeures, hein, et après, il y en avait 200. Hein. Je vous conseille c'est en ligne, alors, il est très intéressant, il y avait plein de propositions qui sont très, très précises. Mais la première proposition, c'est faire de l'éducation à l'esprit critique et aux médias à l'école une priorité. Et donc, je vous lis juste le petit paragraphe qui correspond à ça, hein, qui est un abstract de tout ce qui s'est écrit. Chacun se forge une opinion grâce à l'information à laquelle il a accès, mais personne n'est à l'abri d'être exposé à la désinformation ou la mésinformation, a fortiori dans un espace informationnel bouleversé. Savoir en faire usage et exercer son esprit critique est donc essentiel. Par conséquent, nous proposons de renforcer dans les programmes scolaires, en cours de refonte, la part des enseignements d'éducation à l'esprit critique et aux faits. Nous proposons également de généraliser aux médias et à l'information dans le cadre du temps alloué à l'éducation morale et civique sur la base des projets obligatoires prévus de la cinquième à la troisième. C'est à partir du collège. Euh, donc, ce qui est intéressant là, c'est déjà la première séparation entre esprit critique et éducation à l'information et aux médias, ou éducation à l'information. L'esprit critique, j'allais dire, c'est le but de l'enseignement en général. Un prof de maths est là pour expliquer ce que c'est que l'esprit critique. Un prof d'histoire aussi, un prof de géographie, un prof de français, évidemment. C'est le but de l'enseignement en général. Et donc, on a renforcé cette approche d'esprit critique. C'est une première chose qu'il faut faire passer. C'est une grande on va dire, tradition française, cette notion d'esprit critique, et donc il faut la faire vivre. Et aujourd'hui, on voit parfois dans l'enseignement des gens se refermer sur leur matière, à se protéger sur un savoir, alors que, évidemment, le savoir est essentiel, mais il faut aussi l'aborder dans une dimension d'esprit critique, c'est-à-dire de montrer que, voilà, ce que c'est qu'un fait, comment on peut discuter, quelles sont les hypothèses, etc. Voilà, pas tout ce que pendant la pandémie, on a vu battu en brèche par des gens qui présentaient des théories qui étaient appuyées ni sur des faits, ni même sur des hypothèses qui étaient juste des opinions. Et donc, l'éducation à l'esprit critique, c'est déjà ça pour tous les enseignements, et c'est important de le redire, et de redire aujourd'hui, dans l'éducation, quel rôle ça a. Parce qu'il me semble, moi, il nous semble en tout cas à Bayard, qu'il serait nécessaire peut-être aujourd'hui d'être capable de réécrire, d'écrire à nouveau un pacte éducatif pour la jeunesse parce qu'on est tous un peu perdus sur finalement, c'est quoi les finalités de l'éducation? Évidemment, c'est de faire un citoyen, enfin, de rendre possible la citoyenneté des futurs adultes, mais c'est évidemment aussi de lui proposer de savoir coopérer avec d'autres, de s'ouvrir à sa vie intérieure, de découvrir l'amour de la nature, etc., etc. Donc, il y a probablement à réécrire un pacte éducatif, comme ça a été le cas du reste dans tous les moments un peu tragiques ou très forts de l'histoire. Hein. En France, ça a été à la fin du 19e avec Jules Ferry, etc. Mais ça a été aussi au temps de Charlemagne et puis au moment de la Révolution française. Donc on est vraiment là dans un cadre plus large de repenser l'éducation en fonction de quoi aurons-nous besoin, de quoi auront besoin les enfants, les adolescents dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans pour faire face à ce qui se prépare dans le monde, c'est-à-dire la transition, enfin la bascule à la fois climatique, démographique et digitale. Et donc ces trois enjeux-là qui sont énormes devant nous, qui sont comme des murs, il faut évidemment qu'on fasse tout pour que les enfants puissent faire face à ça. Sur l'éducation aux médias, j'ai entendu vos initiatives que je trouve vraiment très intéressantes. La première, qui était tout à l'heure dans une intervention, c'est de dire, évidemment, il faut faire de la théorie, évidemment, il faut expliquer, mais en France, il y avait quelque chose qui s'appelait la main à la pâte, qui était de permettre aux enfants français qui sont moins familiers des STEAM, des sciences techniques, etc., que vous l'êtes au Canada, par exemple, et au Québec, c'était de dire il faut pratiquer les choses, il faut les faire. Voilà.
Et dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, on est capable de faire un petit journal d'information, de construire ça avec des spécialistes. Et c'est d'expérimenter par soi-même. Voilà, on vous donne des informations, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a été volé, il y a deux témoins, et puis il y a un gendarme qui arrive. Et ben, comment vous racontez la scène en vous appuyant sur les témoins, en favorisant un, etc. Voilà, c'est de montrer que l'information, c'est une production avec des mots ou avec des images, mais que comme toute production, c'est intéressant d'expérimenter ce qui est fait. La deuxième chose, c'est de se dire, en France, et je ne vais pas parler que des enfants, il y a des vrais déserts d'information. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'information. Je vous ai parlé tout à l'heure des gilets jaunes. Voilà. Et donc, pour ça, l'idée, c'est de travailler sur comme un pass culture, mais un pass info qui permettrait à chacun d'avoir, en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans, accès à un ou plusieurs médias de son choix pour se familiariser dès peut-être l'âge de 14-15 ans aux grands médias reconnus, ou en tout cas dont on sait qu'ils traitent l'information de manière comment dire, construite, reconnue par l'État, puisque en France, il y a des labels qui reconnaissent les médias, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des influenceurs et autres. Il y a en France un très grand réseau d'associations qui œuvrent à l'éducation aux médias. Et ça, c'est un deuxième point que j'ai entendu tout à l'heure dans vos interventions. La grande difficulté, c'est que ça n'est pas évalué, donc on ne connaît pas tout à fait ce que ça produit. Les méthodes, c'est souvent d'anciens journalistes ou des journalistes qui font ça, ou des journalistes freelance qui font ça parce qu'ils peuvent gagner un petit peu d'argent en intervenant dans les écoles. Et donc l'idée, c'est quand même de mettre à la fois des procédures, une évaluation et puis des standards que tout le monde observe. Sinon, le risque est grand d'avoir des opinions contre des opinions et de ne pas. Voilà. D'où l'idée d'une création hein, d'un centre d'éducation à l'information qui couvre non seulement le domaine scolaire, hein, où il y a en France un acteur très fort qui est le CLEMI, qui fait des choses extraordinaires, mais aussi qui s'occupe de ces déserts informationnels et qui prend en charge ces standards et l'évaluation pour qu'on ait vraiment une photographie complète de ce qui se fait en matière d'éducation aux médias. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux États généraux de l'information, c'est que je ne sais pas ce qui se passera, puisqu'après, c'est à l'Assemblée nationale de proposer des lois par rapport à tout ça, mais que la question de l'éducation à l'information, tout le monde voit ça comme un enjeu majeur, non seulement pour les années à venir, et pas simplement à cause de la guerre informationnelle, qui est aussi un autre, qui fait avec les ingérences étrangères, hein, qui est aussi un problème extrêmement grave, mais de se dire, voilà, si nos enfants, nos adolescents ne sont pas préparés à être capable de savoir comment ça se fabrique, à détecter ce que c'est qu'une mésinformation ou une fausse information, hein. Et donc, on a proposé, par exemple, une forme de labellisation de l'information, hein, de dire comment est-ce qu'on peut labelliser l'information. Alors, tout de suite, c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas aller contre la liberté d'expression, mais labelliser l'information, c'est de dire qu'on est capable de reconnaître ce qui est sourcé, ce qui a deux sources, ce qui a été vérifié, etc., ce qui a été produit par un humain. Tout ça, ça doit pouvoir être reconnu. Et donc peut-être que sur les plateformes, on pourrait demain demander aux plateformes non seulement de pousser davantage l'information, hein, puisque aujourd'hui, on ne sait pas quel trafic de Google représente l'information. Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 40%? Voilà, Google n'ouvre pas son capot et donc on est incapable de connaître. Donc, obliger les plateformes à pousser l'information dans un endroit reconnu et, j'allais dire, sécurisé. Voilà. Et puis ensuite, peut-être d'arriver à des labellisations un peu plus importantes, parce qu'il y a aussi des tiers de confiance qui ne sont pas des médias. Hein, il y en a par exemple un sur la guerre en Ukraine qui est tout à fait extraordinaire en France. Voilà, ça vaut le coup de le labelliser comme une ressource. Ce n'est pas forcément un média, mais ça peut être une ressource pour des enseignants, pour des personnes, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en Ukraine. Voilà un petit peu ce que ces états généraux ont donné. Alors, il y a beaucoup d'autres propositions, mais ce que je voulais vraiment vous faire passer, que c'était tout le monde, il y a un accord unanime sur cette question-là. Et après, il y a une impuissance unanime à décider comment organiser l'information, l'éducation à l'information. Et donc, c'est ça qui est en train de se jouer dans les mois qui viennent avec le ministère de la Culture, avec la DGMI qui s'occupe des médias, pour essayer de voir comment on peut structurer cette éducation à l'information au-delà de l'école, encore une fois, où c'est plutôt bien fait, même si dans les 3 heures d'éducation morale et civique qu'ont les enfants à l'école, on voudrait en sanctuariser une que pour l'éducation aux médias et qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut absolument qu'on arrive à ça. Voilà, très rapidement, une synthèse de ce qui a pu se dire entre le mois de septembre et le mois de juin sur ces états généraux de l'information. Merci beaucoup, Pascal Ruffnac.